Bonjour. Je suis un petit peu embêté parce qu'effectivement, il y avait une commande initiale sur cet atelier consacré donc à la question de la précarité et les réponses et surtout quelle est la part d'innovation dans ces réponses. Donc, du coup, ça va prendre effectivement cette intervention un caractère un peu particulier parce que j'avais prévu de vous parler de plein de choses, de poésie aussi. Alors, je vais vous faire quand même l'introduction de ce que j'avais prévu de faire, puis après on reviendra au sujet qui nous occupe, mais qui n'est pas si loin de la problématique. La question des marges, effectivement, réduction des risques, elle nous a toujours intéressés. Et moi, je résistais pas, enfin, j'aime bien dans la vie m'extraire un petit peu du domaine duquel on vient. Donc là, pour le coup, celui de l'intervention médico-sociale en réduction des risques, ou de la médecine, ou de la psychiatrie, ou de la prise en charge de l'addiction, et d'aller voir généralement dans l'art ou la littérature pour essayer de nous aider à étayer notre discours. Et il y a quelqu'un qu'on a du mal à définir d'ailleurs, un poète, un performeur, un critique d'art américain qui s'appelle David Entin, qui vit entre la côte Est et la côte Ouest, et qui a beaucoup travaillé sur cette question des marges, qu'il appelle lui d'ailleurs la frange, en particulier dans un livre que je vous conseille, et qui s'appelle « Ce qu'être d'avant-garde veut dire ». Et je trouve que pour le coup, ça fait très écho à l'atelier qui est le nôtre. Donc lui, il n'utilise pas la question des marges, il utilise la question de la frange, et je vous cite juste un extrait de son bouquin qui pourra faire office d'introduction finalement à la discussion que nous allons avoir, que nous allons poursuivre. « J'aime la frange parce que j'y suis habitué. D'une certaine manière, j'ai toujours eu le sentiment de me trouver au bon endroit. » Et je repense à ce que vous disiez toutes les deux tout à l'heure. Et le bon endroit était un endroit à l'ombre de la lumière, vive, qui est au centre de la nappe. Il fait un moment une métaphore entre, il compare la frange au bord de la table, à la différence du centre de la table, avec une nappe bien blanche, illuminée, et les mecs qui viennent, et on est finalement tellement habitué du menu qu'on ne s'émeut plus, on n'innove plus, et on devient quelque part un peu obèse à la fin de l'histoire. Et j'aimais y vivre. Cela semblait être l'endroit où se passaient toutes les choses qui importaient. Ça, c'est de la littérature, c'est de la poésie, mais je trouve que ça fait très écho finalement à ce qu'est le creuset même de la réduction des risques et de notre action depuis une vingtaine d'années dans le cadre de cette intervention qu'on appelle la réduction des risques. Votre témoignage à toutes les deux l'a montré tout à l'heure. Ça ne vient pas finalement d'un menu, pour reprendre la métaphore de David Entin, qui serait un menu 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles posé à l'entrée du dispositif. C'est bien adapté en fonction de ce que vous trouvez dans les zones d'ombre là où vous les créez. Bon, j'aurais pu continuer longtemps, mais hier soir, figurez-vous que je n'ai pas pu dormir parce que j'ai eu un appel et on m'a dit qu'il y a une personne qui a, je crois, une trentaine d'années ou 35 ans, qui un jour, à 20 ans, a eu un concours dans la vie. Ce concours s'appelle le concours de l'ENA. C'est assez facile à avoir, en fait. Il faut bachoter. Il ne faut pas forcément être très intelligent. Il faut apprendre par cœur des choses et savoir bien les répéter dans un plan en 3 parties. Ce qu'a fait cette personne, sans aucune compréhension du monde et avec la part de chance qui est la part de tous les concours, elle l'a eu, ce concours. Elle a donc eu l'ENA et elle est devenue à la sortie de l'ENA ce qu'on appelle conseiller d'État. Ça impose conseiller d'État. Ça fait plus joli que travailleur de rue quand on est présenté à ses futurs beaux-parents, bien évidemment. Donc cette personne est conseiller d'État ou conseillère d'État, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ça ne m'intéresse pas. Et cette personne, toute seule, dans son coin, dans un bureau lambrissé, très napoléonien, vous voyez le Conseil d'État à Paris, c'est au Palais Royal, en face du musée du Louvre. C'est assez beau, il y a du marbre, il y a des belles dorures, c'est assez différent de Gare du Nord, bien évidemment. Cette personne, donc, sous les lambris, avec la force qui est la sienne, qu'elle a acquise encore une fois par un coup de chance à 20 ans lorsqu'elle a eu un concours, a décidé toute seule de mettre à bas, à travers un trait de plume, finalement on n'est pas très loin de la poésie dans cette histoire, mais un trait de plume qui ne devait pas être à l'encre bleue de Chine, mais au stylo bic, je pense, ou alors un trait de plume informatique, de mettre à bas 20 ans d'histoire, de mettre à bas 20 ans d'innovation, de mettre à bas 20 ans de promotion d'un nouveau modèle d'intervention qui a su agréger au fur et à mesure des personnes d'horizons différentes. Et cette salle en est un bon exemple, un très bon exemple, avec des personnes d'horizons très différents, de la psychiatrie à la rue, en passant par le travail de rue, la littérature, tiens, on en parlait tout à l'heure, et bien d'autres espaces encore. Donc, ça ne peut pas ne pas nous questionner sur ce qui était l'objet initial de cette intervention, qui est la marge. Et moi, j'ai envie de vous retourner la question, de nous retourner la question aujourd'hui. Je vais oublier ce que j'avais prévu de vous raconter, où sont les espaces, où sont les marges aujourd'hui en France, à travers une rupture avec une certaine forme de médicalisation des corps,
à travers revisiter la question sociale qui a changé, la question sociale du 19e siècle, c'était le sort des ouvriers qui était dangereux, on est passé à la question de la précarité aujourd'hui et de l'exclusion. J'avais prévu de vous parler de tout ça, mais on ne va pas parler de tout ça, et on va essayer de voir en quoi finalement, sans être pessimiste, et la conclusion sera plus optimiste, mais en quoi ces marges, elles sont difficiles à créer. Pourquoi ? Parce que là, je vais vous citer un autre auteur que j'aime beaucoup et qui nous inspire, consciemment ou inconsciemment, ou en le sachant pas, Ulrich Beck, un sociologue allemand de grande qualité, qui a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle « La société du risque » en 1985. Eh bien, mes chers amis, c'est bien ce à quoi nous assistons depuis hier soir. Et pas que depuis hier soir, depuis quelques mois. Depuis que tout ce dispositif qui a été mis en place autour de cette expérimentation, parce que ne soyons pas non plus prétentieux, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de redémontrer, comme Marie l'a bien expliqué à travers son propos, dans ce modèle faible de la réduction des risques française qui est le nôtre, il s'agit de redémontrer que ce qui marche ailleurs va marcher en France. Bon, ok, on peut jouer le jeu parce que nous sommes tous devenus foncièrement des fiefés sociodémocrates à notre corps défendant. Donc entrons dans un dialogue stratégique. Eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, en jouant ce jeu, on cautionne une attitude aujourd'hui du décideur public, on cautionne une attitude aujourd'hui du producteur de normes, qui est de tout passer à la moulinette de cette légalité, de cette compétence, de cette légitimation. Et on s'y perd. Et nous perdons ce que nous avons construit depuis une vingtaine d'années. Nous avons perdu, hier, tout un pan entier du médico-social, de la loi de 2004, du décret de 2005, parce que ce qu'elle a dit, cette personne qui a encore une fois beaucoup de chance à 20 ans, et en ayant ce concours, et qui sera pour le coup légitimée, je vais reprendre les propos d'Ulrich Beck, toute sa vie, même si elle est complètement stupide, mais légitimée pour dire tout et n'importe quoi, au regard de la compétence, de la légalité, de la légitimation, elle est payée pour ça par nos impôts, c'est son métier. Eh bien, ce qu'a fait cette personne, c'est pas uniquement dire non, il n'y aura pas de salle de consommation au regard du cadre légal actuel avec la loi de 70. Ça va plus loin si on en tire les conséquences. Si on en tire les conséquences, ça veut dire que tout l'édifice légal du décret de 2005 tombe à l'eau. Ça veut dire que ce n'est plus possible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 160 établissements médico-sociaux, parce que c'est de ça dont on parle, qui s'appellent CARUD, en partie l'EXAPA ou une partie de l'activité de l'EXAPA, tombent à l'eau. Là, c'est plus pince-pie et pince-moi sont dans un bateau. Non, ce sont des milliers de salariés, d'acteurs du dispositif médico-social. Ce sont des intervenants, ce sont des usagers mobilisés collectivement ou individuellement, des observateurs, des évaluateurs. Ce sont tous ces gens qui ont contribué et qui contribuent à ce qu'on appelle aujourd'hui la réduction des risques, qui sont noyés sous ce trait de plume de la légalité et de la recherche absolue de légitimation, de la recherche absolue du respect des codes et des normes. Et c'est là que c'est grave. Et c'est là que finalement, le titre de cet atelier, les marges, espace de l'innovation, c'est vrai que ça me fait un peu rigoler que j'étais bien emmerdé hier soir, parce que tout ce que j'allais vous raconter est complètement contredit par l'actualité qui est la nôtre. Alors, je ne vais pas être très long, parce que c'est plus finalement, non pas un témoignage, quoique ça pourrait l'être aussi, parce que je suis moi-même un acteur engagé depuis longtemps dans cette histoire, mais en tous les cas une sorte d'appel à une forme de mobilisation, et ce lieu s'y prête, et il est intéressant. Pour conclure, moi j'ai pas envie de conclure sur du pessimisme, j'ai envie de me dire, jouons le jeu de l'injonction de l'atelier, pour le coup. Peut-être que la marge, elle est de refonder la réduction des risques, elle est de la sortir du VIH-Sida, elle est de la sortir de l'intervention médico-sociale, elle est de la sortir de tout, ce qu'a fait une partie des propos, qui, attention, que je ne réduis pas, bien au contraire. Elle est de la ramener au cœur de ce contre quoi elle essaye de mettre des pansements et des sparadraps depuis une vingtaine d'années. C'est la question de la loi, la fameuse loi, la loi de 70. Et peut-être que la leçon apprise de où sont les marges aujourd'hui, et ce sera ma conclusion, la marge pour nous, et quand je dis nous, j'engage à la fois Médecins du Monde, j'engage aussi, sous le contrôle de sa présidente, l'Association française de réduction des risques, dont je suis le vice-président. La marge, elle est de refonder la réduction des risques en plaçant au cœur de cette action la question de la loi, et la vraie, la dure,
pas la petite pansement caoutchouteuse de 2004, qui n'a pas su contenir la force répressive de celle de 70. Alors, quand je dis ça, il ne s'agit pas de casser les meubles, il ne s'agit pas d'entrer dans le bureau de ce monsieur ou de cette dame au Conseil d'État dont je vous parlais sous les lambris napoléoniens, parce que nous avons su faire preuve de plus de responsabilité dans le passé. Mais il s'agit peut-être, non pas d'essayer à tout prix de rester dans les miettes que nous laisse le système, mais bien d'investir ou de réinvestir totalement le système aujourd'hui. Je crois que l'enjeu, il est là, et ça va bien au-delà de la salle de consommation, bien au-delà, qui n'est pour moi qu'un épiphénomène d'un mouvement plus général. Nous devons être dans une forme d'opposition absolue à cette injonction qu'Ulrich Beck a bien décrite, à cette injonction de respecter la compétence, la légitimation et les formes techniques qui nous sont imposées, sur lesquelles nous n'avons plus de choix, et que parfois nous avons pu cautionner parce qu'elles nous aidaient. Il est temps peut-être d'y mettre fin. Ça ne veut pas dire renoncer à la qualité de nos interventions, mais ça veut dire se poser collectivement la question effectivement de la loi dans cette approche et ne plus prendre le prétexte des libertés individuelles et de la santé publique pour essayer d'exister un tant soit peu. La marge, elle est là, et la marge finalement va redevenir centrale. Peut-être que, à la différence de ma métaphore initiale, de David Hentin, il va falloir finalement manger sur la nappe cette fois-ci et ne plus être dans les miettes de l'ombre comme nous l'avons été jusqu'ici. Voilà, c'est une forme de témoignage un petit peu improvisé, plus ou moins, puisque j'y pense depuis un petit moment, autour de cette question de la marge et de l'innovation à travers cette actualité et qui dépasse encore une fois la seule question des salles de consommation aujourd'hui. Avanti, comme disaient les amis italiens. Merci Olivier. Véronique alors, je remplace au pied levé Jean-Pierre Delouette, donc je n'ai absolument rien préparé. La thématique, parce que l'atelier avait une thématique, toxicomanie, hépatite, sida et précarité. C'était pas salle de consommation, même si ça se rejoint. Les salles de consommation, effectivement, sont une réponse, sont une proposition à un certain nombre d'usagers qui sont les usagers les plus précaires. Ce n'est pas la même réponse que Early, effectivement. Ça s'adresse à des personnes qui sont en très très grande précarité. On a fait une présentation hier soir sur toxicomanie, hépatite, sida du nord au sud. Nous avons à Bordeaux, par exemple, des usagers bulgares qui vivent dans des conditions très compliquées, et c'est pour rejoindre le propos d'Olivier au sujet des politiques, parce que la réduction des risques ne peut pas faire grand-chose si les politiques, en général, ne changent pas. Donc pour revenir aux Bulgares, les conditions de la politique actuelle d'immigration, les conditions actuelles des politiques de santé font que pour ceux qu'on voit chez nous, dans nos services, ils vivent dans des conditions d'hygiène absolument impensables, dans des squats dont ils sont expulsés de façon réitérée et très fréquente, qui met à mal, alors je parle évidemment d'usagers bulgares, d'usagers de drogue bulgares, pas de tous les Bulgares qui vivent à Bordeaux. Ces politiques mettent à mal, en fait, tout le travail de réduction des risques qu'on peut faire auprès d'eux. Le résultat, c'est qu'on a présenté des taux de contamination au VIH, au VHC, au VHB, à l'hépatite delta absolument faramineux. Et on ne sait quoi faire comme travail, nous, qui sommes censés travailler avec ces personnes-là, parce que toute la panoplie de tout ce qu'on peut essayer de mettre en service et arrive en but aux politiques d'immigration, aux politiques de santé, la salle de consommation, bien sûr. Nous avions un projet de salle de consommation, mais si ces personnes n'ont pas de papier, dans tous les cas, ça devient très compliqué pour qu'ils accèdent à la sécurité sociale, s'ils sont expulsés, etc. Donc, la mise sous traitement, par exemple, est très compliqué. Ça, c'était anecdotique pour rebondir sur la position politique. Et effectivement, je pense qu'on doit avoir à Médecins du Monde un rôle extrêmement politique actuellement pour faire avancer les problèmes de santé et de prévention.